Donc, je vais vous présenter en fait des résultats actualistes et paléo qui ont été obtenus dans le cadre de ma thèse en cours, sous la direction de Hélène Bruneton et David Lefebvre, et avec la collaboration donc, de Jean-Philippe Degé et Benoît de Villers, donc, du laboratoire ASM de Montpellier. Donc en fait, je travaille sur la reconstitution des paléogéographies holocènes du littoral de Narbonne. Et donc, en étudiant ces carottes, nous avons fait un constat, c'est qu'une étude de la distribution spatiale actuelle des taxons d'ostracodes dans les plans d'eau saumâtre de la région était indispensable pour améliorer en fait, l'interprétation des assemblages fossiles recueillis par carottage. Donc, puisque nos interprétations étaient limitées par le manque de données écologiques spécifiques aux côtes sableuses de Méditerranée nord-occidentale, en particulier du golfe du Lion. Donc pour cette étude des milieux actuels, différents plans d'eau lagunaires et deltaïques ont été choisis. Ils devaient être le plus variés possible en termes de taille, de morphologie, d'influence marine et fluviale, de façon en fait à illustrer la diversité potentielle des environnements holocènes. Donc on a privilégié des systèmes laguno-deltaïques qui sont proches de notre terrain d'étude, entre Narbonne et Palavas. Et comme le stade de comblement en fait, de ces bassins était relativement avancé du fait des connexions fluviales et de la continuité des cordons littoraux, on a étendu nos recherches en fait, au delta de l'Èbre, qui présente en fait, des baies marines beaucoup plus profondes et donc des milieux beaucoup plus ouverts sur la mer que les lagunes modernes du golfe du Lion, du Languedoc. Donc au total, on a visité une soixantaine de sites qu'on a essayé de classer en utilisant des paramètres géographiques assez simples et faciles à mesurer à partir d'images satellites. Donc la distance à l'embouchure fluviale, la distance à la pleine mer et l'ouverture du Gros. Donc les échanges en fait entre les compartiments littoraux sont conditionnés par de nombreux autres paramètres, comme par exemple la profondeur du Gros ou les débits fluviaux. Mais en fait, ces trois paramètres nous ont permis en fait, de distinguer les grands milieux étudiés, donc embouchures, baies marines, les lagunes de première ligne qui sont ouvertes sur la mer directement, et puis jusqu'aux lagunes complètement isolées. Et puis l'influence en fait, des embouchures fluviales et canalisées. Donc les ostracodes ont été recueillis à la surface des sédiments à l'aide d'un filet à plancton. On a réalisé une soixantaine de prélèvements qui ont permis d'identifier 52 taxons qui sont typiquement méditerranéens, à l'exception donc d'une espèce invasive saumâtre originaire du Pacifique. Voilà, donc cette figure présente la distribution des différents taxons dans le complexe lagunaire de Narbonne. Donc on constate en fait que différents types d'assemblages peuvent cohabiter dans un même bassin, avec au niveau des sites proches des Gros, donc au sud, une dominance en fait, des taxons marins, et les sites éloignés des Gros sont dominés en fait, par différents taxons euryalins, donc qui tolèrent mieux les variations de salinité. Et donc ces différents taxons en fonction de la nature du substrat et de la présence de végétation. Donc en fait, finalement, cette distribution reflète la compartimentation du complexe en fait, par des barres sableuses et des îles en fait, qui, en fait, dans les bassins septentrionaux, les échanges entre mer et lagunes sont insuffisants pour permettre le maintien des espèces marines. Et au niveau en fait, des sites périphériques qui sont très confinés, donc des marais et des embouchures fluviales, on va avoir deux espèces principales. Au niveau des milieux fermés, ça va être l'espèce en rouge, donc Cyprideis torosa, qui est une espèce très commune en Méditerranée et un peu partout. Et en jaune, donc au niveau des embouchures, l'espèce Loxoconcha. Donc ici, la carte de répartition des ostracodes dans les zones humides de Vandre, donc située au nord en fait, de Narbonne.
Donc cette distribution spatiale, elle est cohérente avec celle observée à Narbonne. On retrouve notre espèce Loxoconcha au niveau de l'embouchure de l'Aude et au niveau en fait des bassins fermés, la prédominance de Cypridéis, à l'exception en fait des milieux végétalisés en fait où Cypridéis est remplacé par un taxon strictement phytal. Même observation au niveau des étangs de Palavas à la Grande Motte. En fait, les sites d'embouchure du Vidourle ou à proximité des débouchés du canal du Rhône à 7 sont dominés par l'Oxoconcha, tandis que Cypridéis domine en bassin isolé. Et enfin, les cartes du delta de l'Èbre qui montrent en fait la dominance de taxons marins dans les baies marines, qui sont protégés donc par des flèches sableuses, et en fait au niveau de l'embouchure, des assemblages qui ressemblent beaucoup à ceux du Languedoc. Donc j'ai mis un exemple en fait de résultat d'une analyse multivariée qui confirme en fait l'identification de gradients de confinement par rapport à la mer avec différents stades en fait lagunaires qui sont mis en évidence à la fois donc sur le plan factoriel et dans le diagramme ternaire. En fait, on remarque que la composition des assemblages d'embouchures se différencie finalement assez peu de celle des stades lagunaires confinés, mais que, en fait, parmi les taxons d'embouchure, c'est toujours la même espèce qui est mieux adaptée au substrat sableux et au courant et à la turbidité des milieux d'embouchure qui va dominer. Donc l'étude des paléo-environnements holocènes du littoral de Narbonne, qui est le sujet principal de ma thèse, a permis en fait de tester la pertinence de ce référentiel actuel. Donc je vais vous présenter les résultats de 3 carottages qui ont été prélevés dans les ria colmatées de la basse vallée de l'Aude. Donc voici les résultats d'un premier sondage. On va voir que les données actuelles permettent de mieux comprendre la signification des assemblages fossiles, qui sont majoritairement composés en fait d'espèces qui tolèrent toutes très bien les variations de salinité. Donc dans cet exemple, l'étape 1 correspond à la dominance en fait d'une espèce qui est particulièrement abondante dans les herbiers des compartiments lagunaires qui ont un stade de confinement relativement avancé. Une deuxième étape qui correspond en fait au dépôt de sédiments coquillés grossiers, donc à faune marine déplacée qui est associée à un événement marin extrême. Suite à cet événement, l'étape 3 montre une légère augmentation de l'influence marine. Donc cette évolution elle pourrait être liée à l'événement précédent s'il y a eu rupture de barrière littorale ou submersion d'un obstacle. Et le sommet de la séquence en fait, correspond à l'augmentation progressive en fait, de notre espèce d'embouchure Loxoconcha en relation avec la progradation du front deltaïque en fait, de l'Aude dans la ria lagunaire. Et enfin, une dernière phase avec l'importance en fait, de Cypridéis qui caractérise un plan d'eau très isolé. Donc voici les résultats d'un deuxième sondage. On va voir que l'interprétation par analogie au modèle actuel ne fonctionne pas systématiquement puisque les milieux modernes ne sont pas forcément représentatifs de la diversité holocène et que certains taxons fossiles majeurs à l'holocène sont aujourd'hui très peu représentés. Donc c'est le cas de ce taxon saumâtre, en fait, Cytheromorpha, qui apparaît donc dans des faciès sableux lités en compagnie d'une faune continentale spécifique des canaux, des chenaux fluviatiles. Donc ce type de dépôt, nous l'associons plutôt à un environnement de prodelta proche d'une embouchure. Et en fait, la quasi-disparition de cet ostracode dans les sédiments deltaïques actuels pourrait être liée à l'endiguement des bras fluviaux, à leur canalisation vers la mer, à la construction des barrages anti-sel au niveau des embouchures. En fait, tous les aménagements des zones humides par l'homme qui ont limité l'extension des habitats saumâtres d'eau courante qui sont favorables au développement de cette espèce. Et un dernier exemple, en fait, de carottage qui illustre la diversité des milieux littoraux holocènes par rapport au domaine lagunaire actuel. Donc c'est cette phase marine donc,
à Citerois, donc un ostracode qui est quasiment absent dans les environnements actuels que nous avons étudiés en Languedoc. Et en revanche, nous l'avons recueilli dans les herbiers des baies marines de l'Èbre. Donc nous attribuons sa dominance dans les sédiments holocènes à une ouverture sur la mer qui était plus importante en fait que celle des lagunes modernes du golfe du Lion. Mais cette interprétation, elle n'est pas non plus strictement satisfaisante, puisqu'elle n'explique pas une telle différence de proportion entre les assemblages fossiles et actuels. Donc en conclusion, c'est une approche géographique qui est déjà intéressante pour la reconstitution des paysages littoraux holocènes, en particulier en contexte deltaïque où les questions relatives à la mobilité des embouchures, à la formation et à l'évolution des systèmes de cordons se posent beaucoup. Mais on a une nécessité de poursuivre ce travail en multipliant les sites de prélèvement en Méditerranée et en intégrant des paramètres environnementaux supplémentaires comme les mesures des taux d'oxygène et des éléments polluants, en fait, qui ont une influence bien connue sur les assemblages. Et donc, ça va nous permettre en fait de proposer une reconstitution cartographique des paléogéographies holocènes du système de lagunes et du delta de l'Aude, en fait, en utilisant notamment les données ostracophonistiques. Et ces phases de reconstitution paléogéographique sont vraiment indispensables dans ces contextes à la compréhension en fait, des dynamiques fluviales et littorales, et sont indispensables en fait, avant toute interprétation pour pouvoir différencier ce qui est des forçages sédimentaires avec la proximité des embouchures, des périodes en fait, de véritable activité hydrologique ou détritique, par exemple. Merci. Merci beaucoup pour ces très jolis résultats. Y a-t-il des questions ? Merci beaucoup. Sur votre avant-dernière diapo, avant de conclure, vous avez montré voilà, l'indice de densité. Qu'est-ce que c'est ? C'est densité de quoi ? C'est densité phonistique. En fait, c'est le nombre d'individus pour 10 grammes. D'accord, ok. Il y a une échelle log et... Il y a une échelle logarithmique, en fait, Ah. En noir, c'est une échelle linéaire, et là, c'est l'échelle log 1, 10. Ah, d'accord, ok. La légende n'est pas visible. D'accord. Non, mais c'est pas grave. J'avais une deuxième question. Je me demandais si ensuite vous alliez continuer et faire des mesures isotopiques sur vos coquilles de façon à en tirer des conclusions, enfin des informations climatiques. Ce serait intéressant, mais là, c'est pas au programme. C'est pas prévu pour votre travail. Ouais. D'accord. Et dernier point, on ne peut pas aller plus loin dans l'interprétation écologique de vos assemblages d'ostracodes Fossiles, enfin, oui. Par rapport à... Parce que là vous dites, voilà, c'est salé, c'est pas salé. Voilà, bon, ça c'est une interprétation qui est intéressante par rapport au questionnement que vous avez, vous. Mais après, sur le plan écologique, est-ce qu'on peut tirer plus d'informations de la variabilité des assemblages d'ostracodes au cours du temps ? Ça nous donne finalement une interprétation en termes de paléosalinité et de paléogéographie par rapport à la proximité des embouchures D'accord. Et des cordons. Et après, par rapport à la végétation alentour, oui, voilà, à la présence aussi de végétation, aux phases de développement et de destruction des herbiers, à la nature du substrat. Et ça, j'imagine que vous allez le faire. Là, vous ne l'avez pas présenté parce que oui, voilà, pas, en fait, voilà, vous n'aviez pas une demi-heure pour le présenter. Oui. Voilà. Okay. Très bien, merci beaucoup.
Oui, bonjour, j'ai une, j'ai une question concernant en fait, l'élaboration du référentiel, parce qu'il y a des variations en fait, au niveau des assemblages en fonction des saisons. Donc est-ce qu'il y a eu une réflexion sur les saisons? Est-ce que l'échantillonnage a été fait tout le temps à la même période? Est-ce que du coup, il y a eu plusieurs prélèvements dans l'année pour voir des variations au niveau des saisons, l'impact qu'il peut y avoir pendant les périodes de crue, avec la proximité par exemple des cours d'eau ou des choses comme ça, ou pendant les périodes de tempête, ou est-ce que c'est un référentiel qui a été fait juste avec des prélèvements Donc c'est des prélèvements, en fait il y a eu un prélèvement par site qui a été réalisé toujours à la même saison. Ce qui m'intéressait en fait c'était de voir des assemblages qui ressemblent à ceux que j'ai dans mes carottes, donc qui correspondent en fait à quelques centimètres et qui peuvent mélanger différentes thanatocénoses. Le but c'était vraiment d'avoir quelque chose qui ressemble à ce que j'avais. Et donc en fait, on a quand même enregistré la présence de faune vivante en fait, qui conservait leur partie molle en fait, au moment des prélèvements. Et on les a quand même reliés aux mesures de salinité instantanée, enfin de pH, mais c'est tout quoi. D'accord. Donc il n'y a pas eu, par exemple, au niveau pour les conditions de mesure sur l'année pour voir la variation qu'il peut y avoir à certains endroits, justement, de ces valeurs de salinité ou de. Alors, en fait, les données d'amplitude annuelle de salinité, on les connaît bien parce que c'est des sites qui sont suivis depuis une quinzaine d'années par les parcs nationaux et par l'IFREMER. Et donc, on a sur 15 ans un très bon enregistrement en fait. Des mesures physico-chimiques des étangs. Merci, c'était très intéressant. Merci. Oui, j'en reviens à la dernière phase que tu as décrite, à la fermeture de la lagune. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, le ratio entre l'Oxoconcha et Cypridéis pourrait représenter une variabilité du détritisme? Donc là, tu as parlé de correspondance à venir avec la géochimie notamment, et Jean-Philippe Degé, peut-être des travaux de Jean-Philippe. Oui. Et donc voilà, comment tu vois les choses dans cette dernière phase? Dans cette carotte-là enfin, oui. En fait, la phase à Cypridéis, c'est vraiment en fait la phase en fait on est dans le delta en fait, dans des marais qui sont enclavés avec donc le développement des salicornes. Ça c'est des données qu'on a entre autres avec la palynologie, mais non, j'ai pas parce qu'on voit des petits retours de l'Oxoconcha, des petits pics qui pourraient peut-être montrer une augmentation de la turbidité, donc du détritisme amont. Oui. Merci. J'y penserai. Bien, merci. Alors, si vous... Ah, Fabien. Merci. Une question un peu terre à terre. C'est pas facile de récupérer des carottes de qualité dans ce type d'environnement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment est-ce qu'elles ont été prises et par qui? Alors, en fait, on a travaillé avec l'INSU, donc la plateforme de carottage du CNRS. Qui nous ont permis en fait donc de travailler en milieu humide et d'obtenir des carottes de plus de presque 30 mètres en fait de profondeur. Donc des belles séquences qui sont continues, qui demandent pas mal de moyens, mais enfin surtout compte tenu en fait des conditions avec des remontées de nappes d'eau en fait, les pieds dans l'eau. Je ne sais pas si c'était ça la question en fait. C'était pas tellement une question, c'était pour rappeler que c'est pas facile de carotter et qu'il y a des moyens nationaux qui sont mis en place. Et il faut penser à les remercier aussi, je pense, dans vos présentations. Oui. Bien. Merci beaucoup. Donc je pense que là, on va pouvoir finir cette session. Pour compléter avantageusement cette session, il y a un poster accroché donc